Bonjour à tous, dans cette vidéo nous parlerons de la loi de Poisson et de la régression de Poisson. Alors premier point, introduction, prérequis et objectifs de cette vidéo. Les objectifs, c'est comprendre la loi de Poisson et la régression de Poisson, qu'on appelle également modèle de Poisson, c'est la même chose. Et les prérequis, c'est de comprendre et savoir interpréter les régressions linéaires multiples. Et je vous conseille très vivement de regarder la vidéo introductive que j'ai faite il y a quelques jours sur les modèles log linéaires en général et qui réalise une introduction à la régression de Poisson. Et vous y verrez également les autres applications des modèles log linéaires. La loi de Poisson, avec tout d'abord sa définition. La loi de Poisson a été définie par le mathématicien français Siméon Denis Poisson, donc c'est son nom, ça vient pas de l'animal, hein, c'est vraiment son nom. Il s'est intéressé à la survenue d'événements aléatoires dont on compte le nombre d'occurrences sur un intervalle de temps fixé. Si le nombre d'événements est en moyenne de lambda sur le temps d'intervalle fixé, et si la probabilité instantanée d'observer un événement est constante, autrement dit s'il n'y a pas d'effet mémoire, à ce moment-là, la probabilité d'observer un certain nombre petit x d'événements est donnée par cette relation. La probabilité de x est égale à l'exponentielle de moins lambda multiplié par lambda puissance x et divisé par la factorielle de x. Rappelons que x ici est un nombre entier naturel, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le nombre d'événements que vous observerez pendant la période d'observation, et lambda c'est un nombre réel positif. On remarquera que l'effectif x, le nombre de cas qu'on peut observer, n'a pas de limite théorique supérieure. Alors en pratique, bien sûr, on aura très vite des probabilités extrêmement faibles, rendant l'événement totalement improbable, mais il n'y a pas de limite théorique à ça, et on pourrait s'amuser à calculer la probabilité d'avoir 10 000 événements en une seconde, etc. La deuxième remarque très importante, c'est que ce paramètre lambda, qui est le nombre moyen d'événements que l'on s'attend à trouver sur un intervalle de temps, eh bien c'est à la fois la moyenne de x, et c'est également la variance de x. Et ça, c'est un truc qui sera extrêmement pratique pour la suite. On appelle lambda le paramètre de cette loi. La loi de Poisson a diverses applications et nous allons en voir quelques exemples simples. Premier exemple qui est fondamentalement correct. On s'intéresse à un échantillon d'uranium et les événements, c'est le nombre de désintégrations d'un noyau d'un atome que l'on pourra compter pendant, par exemple, une minute. Chaque désintégration, c'est un signal sonore sur un compteur Geiger. Un deuxième exemple qui semble sans doute valide. L'individu statistique, ça peut être un service d'urgence d'un hôpital et l'événement qui nous intéresse, c'est l'arrivée d'un patient aux urgences. Donc on peut s'intéresser par exemple au nombre de patients que l'on verra arriver sur une journée. Et puis un troisième exemple qui est souvent analysé avec des lois de Poisson, mais qui n'est pas forcément fondamentalement correct, donc il faudra le vérifier. On s'intéresse à un patient, donc des patients bien sûr, et l'événement d'intérêt, c'est pour chacun la survenue d'une consultation. Et donc un patient pourra avoir 0, 1, 2, 3 consultations pendant l'année. Le problème là, vous le comprenez, c'est que la probabilité d'événements dépend des événements passés. Et donc, si vous avez été en consultation le lundi, il est peut-être assez peu probable que vous y retourniez le lundi suivant, mais peut-être 30 jours plus tard. Donc, cette probabilité instantanée n'est pas constante dans le temps, donc il n'est pas garanti que ce type de cas d'étude corresponde pour une loi de Poisson. Mais on verra plus tard comment le valider, bien sûr. Lorsqu'on fixe certaines valeurs au paramètre lambda, ici j'ai mis lambda égale 1, puis lambda égale 3, puis lambda égale 5, étant entendu que ça peut tout à fait être un nombre non entier, eh bien on obtient pour chaque valeur possible de x, donc ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. en x, une probabilité qui est ici symbolisée en y. Et donc on a un diagramme en barre qui présente ces probabilités. J'ai mis en pointillé d'ailleurs la moyenne de la variable obtenue. Et cette moyenne, elle est égale à lambda. Donc des exemples ici pour 1, 3, 5. Et puis vous voyez d'autres exemples ici pour 10, 20, 30. Et on a l'impression que ça ressemble de plus en plus à une cloche, un peu comme la loi normale, mais dans une version discrète. Puisque là, la probabilité d'avoir 4,5 événements, par exemple, elle est bien nulle. Hein. La probabilité d'avoir 4 événements n'est pas nulle. La probabilité d'en avoir 5 n'est pas nulle. Mais la probabilité d'avoir 4,31, 4,8, etc., elle est nulle. C'est une loi discrète qui prédit des probabilités pour des nombres entiers uniquement. On peut représenter ceci différemment. J'ai choisi ici un graphique en bulle qui permet de représenter les probabilités sur un seul axe. Donc vous avez la valeur de lambda toujours en x, mais cette fois-ci, au lieu de figurer la probabilité associée avec un bâton d'une certaine hauteur, j'ai mis un disque d'une certaine surface et la somme des surfaces des disques est toujours égale ici à 1. Et j'ai introduit ce graphique parce que je m'en servirai plus tard pour représenter une loi de Poisson. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Hein. Pour un paramètre lambda également 1, vous avez des probabilités très resserrées sur les valeurs 0 et 1, et puis des probabilités qui deviennent
beaucoup plus faible, mais toujours non nul sur des valeurs supérieures. Et puis au fur et à mesure ici que le paramètre lambda augmente, les probabilités prennent une allure de plus en plus symétrique, mais toujours discrète, et également toujours avec une probabilité non nulle pour chaque valeur possible du nombre d'événements observés. La loi de Poisson peut être comparée dans certains cas avec une loi binomiale. Tout d'abord, il y a une similarité entre une loi de Poisson et un processus binomial dans certains cas. Le principe, c'est que tout à l'heure, on avait des individus statistiques, et bien dans certains cas, ces individus statistiques sont eux-mêmes la somme de plusieurs individus statistiques qui subissent un événement qui est binaire, 0 ou 1, ils l'ont ou ils ne l'ont pas. Et finalement, quand je m'intéressais au nombre d'événements sur le groupe, ça correspond au nombre d'individus sous-jacents qui, eux, ont présenté l'événement, oui ou non. Quand je m'intéressais à un échantillon d'uranium et que je comptais le nombre de tocs sur un compteur Gégère, en fait, je pourrais aussi dire, mais finalement, j'ai un ensemble d'atomes qui sont mes nouveaux individus, et chaque atome se désintègre, oui ou non. Une seule fois au maximum, mais bon, quand je m'intéressais à l'hôpital comme individu avec les arrivées aux urgences, peut-être que finalement, derrière tout ça, j'ai des individus qui résident dans une zone géographique et chaque individu pourra venir ou non. Et évidemment, vous avez compris, ils sont très peu nombreux à venir. Mais ceux qui viennent ne viennent qu'une seule fois pendant la journée. Le troisième exemple, par contre, où je parlais des différentes consultations d'un seul patient, on voit que c'est pas très cohérent. On pourrait s'intéresser à des journées et à voir quand il vient, mais en fait, il peut venir aussi plusieurs fois dans la journée. Enfin, c'est pas cohérent du tout, donc ça marche pas à tous les coups. Lorsqu'on a fait ça, donc finalement, on dit qu'au lieu de compter un nombre d'événements abstraits, on compte un nombre de réalisations d'événements binaires au sein d'une population dont la taille est connue. Il faut donc que notre nombre d'individus soit quantifiable et très élevé, ce qui fait que la probabilité individuelle d'avoir l'événement est à son tour quantifiable, mais cette fois-ci très, très faible. C'est important qu'elle soit faible pour éviter la saturation, puisque les proportions, vous savez, elles saturent, elles ne peuvent pas dépasser 1. Et bien sûr, il faut ne s'intéresser qu'à un nombre d'événements qui serait inférieur ou égal au nombre d'individus. Alors qu'avec une loi de Poisson, on verra qu'il n'y a pas de limite théorique, hein. Si ces conditions-là sont remplies, si on sait dire quels sont les individus qui composent notre individu initial, à ce moment-là, on peut s'intéresser à un effectif de taille n qui est connu, une probabilité individuelle petit p, et notre paramètre lambda, c'est-à-dire le nombre moyen d'événements attendus, c'est n fois p, le nombre d'individus fois la probabilité pour chaque individu d'avoir l'événement. Et donc je peux m'intéresser de la même manière au nombre d'événements rencontrés, x qui est un nombre entier naturel, 0, 1, 2, 3, etc., jusqu'à maximum n. Et cette probabilité est donnée par une loi binomiale. C'est la probabilité individuelle de rencontrer l'événement élevé à la puissance du nombre d'événements, multiplié par 1 moins cette probabilité à la puissance du nombre d'individus qui n'auront pas l'événement, n moins x, multiplié par la combinaison de x éléments parmi n. Donc j'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet si vous n'êtes pas à l'aise avec. Et la loi de Poisson, ben, on remplace lambda par n fois p et vous retrouvez également une expression. Et on verra que ces deux nombres sont très proches dans certaines circonstances. Ça suppose ici qu'on a été capable de dénombrer les individus qui composaient notre groupe de départ. Donc dans toutes les situations où on n'est pas capable de dénombrer, la loi de Poisson reste évidemment la meilleure option, puisque souvent on a ça, on ne connaît pas le nombre d'atomes d'un échantillon d'uranium, mais par contre on observe bien un nombre moyen de désintégration d'atomes. Si on fait ça, on peut calculer les probabilités d'observer 0, 1, 2, 3, 4, 5 événements avec une loi de Poisson ici en bleu ou une loi binomiale en rouge, et vous voyez que pour un lambda faible, bah, les deux lois se ressemblent beaucoup. Lambda égale 5, c'est quasiment la même chose. Lambda égale 10, ça ressemble beaucoup. Lambda égale 20, alors là, ça commence à être un petit peu différent. Lorsqu'on se rapproche de la taille de l'échantillon, qui était ici 50 dans cet exemple, vous voyez que là, par contre, la loi binomiale se resserre bien et la loi de Poisson s'étale complètement. La loi binomiale est celle qui, dans ce cas-là, donne la bonne réponse. Et elle est bonne en particulier puisque, en vrai, on ne peut pas avoir plus de n événements sur n individus. Donc vous avez une zone interdite à droite. Vous voyez que la loi de Poisson va dans cette zone interdite alors que la loi binomiale se l'interdit. Mais bon, ça peut être intéressant parce que quand le nombre d'événements est très faible par rapport à la taille de l'échantillon, par exemple ici tout en haut à gauche, 5 événements attendus sur 50 individus, eh bien en fait les deux lois se ressemblent énormément. Parlons maintenant enfin de la régression de Poisson qu'on appelle aussi parfois modèle de Poisson.
L'idée, c'est qu'on a une variable y à expliquer, qui est une variable observée, qui correspond à un nombre d'événements, un nombre entier naturel, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Il faudra que ce y observé suive une loi de Poisson, mais c'est ce que nous validerons a posteriori, une fois le modèle réalisé. Le y que l'on pourra prédire, c'est la valeur moyenne de y, c'est le nombre moyen d'événements attendus, et comme on l'a dit, ça tombe bien, parce que dans une loi de Poisson, cette moyenne, c'est également le paramètre lambda. Donc on va simplement essayer de fitter sur la moyenne, et on obtiendra directement le paramètre lambda. Les variables explicatives sont des variables binaires, quantitatives ou qualitatives, comme dans tous les modèles linéaires. Et au lieu d'expliquer y, donc la moyenne de y, si vous voulez, par une combinaison linéaire de x, on va expliquer le logarithme népérien de y par cette combinaison linéaire de x, exactement comme dans les modèles log linéaires. Autrement dit, on va expliquer y par l'exponentielle de b0 plus b1 fois x1 plus b2 fois x2, etc., plus bi fois xi. C'est la méthode du maximum de vraisemblance qui nous permettra de trouver la combinaison de coefficients b0, b1, b2, etc., qui donne le meilleur ajustement. Et donc on prédira ainsi la moyenne de y, qui est donc le paramètre lambda de notre loi de Poisson. Ici, je vous ai figuré en x, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir en termes de combinaison linéaire de x. Autrement dit, la somme pondérée des variables explicatives. Et puis en y, vous avez le nombre de cas observés. Alors j'ai pris des exemples ici, et on pourra avoir une valeur de la combinaison linéaire de x et donc de lambda qui permet d'avoir cette distribution de Poisson, que j'ai présentée ici verticalement, puis une autre valeur qui a cette distribution, puis une autre avec celle-ci, etc. Et ce qui va nous intéresser, c'est de retrouver la bonne combinaison linéaire de x pour avoir une relation exponentielle entre la combinaison linéaire d'une part et d'autre part ce trait sombre qui est en fait notre paramètre lambda, qui est également la moyenne du nombre de cas observés. Et puis vous voyez qu'ici que la dispersion augmente, et bien il se trouve que cette même valeur ici lambda, qui est donc notre trait sombre, c'est aussi la variance de la prédiction. Et donc je vous ai figuré ici les lignes qui correspondent à -1, -2 écart type et +1, +2 écart type. En vrai, la combinaison linéaire de x n'est pas discrète comme je l'ai représenté, mais continue. Donc on a vraiment toutes les valeurs possibles ici en abscisse. Par contre, en ordonnée, on n'aura que des valeurs entières et naturelles. Et donc je vous ai représenté ça avec des zones de couleur, avec le blanc correspondant à une probabilité nulle et le noir pour 0,38, qui est le maximum que j'ai dans ce cas-là. Et donc, pour une valeur donnée de la combinaison linéaire de x, on pourra lire des probabilités associées à chaque valeur entière. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que cette combinaison linéaire de x augmente ici, les nombres que je peux obtenir, ce sont toujours théoriquement les mêmes, mais les probabilités se décalent ici vers des nombres plus élevés, avec une relation exponentielle sur la moyenne pondérée de ces nombres. Alors parfois, comme dans les modèles log linéaires, on a besoin de prendre en compte un effet volume. Et en fait, c'est très très simple. Il suffit de prédire non pas y en fonction de la combinaison linéaire de x, mais y sur offset, qui est l'offset sera un effet volume que l'on pourra introduire. Je vous en donnerai des exemples. Et la transformation est très simple et nous donne que désormais y, c'est l'exponentielle de notre combinaison linéaire de x plus le logarithme népérien de l'offset. Alors l'offset, ça va simplement devenir pour le modèle une variable qui est fournie par l'utilisateur pour laquelle on s'interdira de calculer un coefficient. Et en dehors de ça, ça marche exactement pareil et ça va nous donner vraiment des risques relatifs. Donc premier exemple, lorsqu'on a comme individu statistique le département et qu'on veut compter le nombre de cas de cancer, on pourra pondérer cela par le nombre d'habitants de chaque département. Deuxième exemple, lorsqu'on a comme individu statistique des patients et qu'on veut s'intéresser au nombre de consultations durant le suivi, on pourra pondérer ça par la durée de suivi de chaque patient. Des commentaires. Tout d'abord, il n'y a aucune contrainte sur l'unité ou l'échelle de l'offset. Il faut bien sûr que cet effet volume soit le même pour tous les individus. Et ce qui importera seulement, c'est le ratio que vous avez entre deux individus que vous souhaitez comparer. Et ça, c'est possible parce que la fonction exponentielle n'a pas d'effet mémoire, c'est-à-dire que chaque point supplémentaire sur une exponentielle a le même effet multiplicatif en résultat. L'inconvénient qui est la contrepartie de ça, c'est qu'on ne peut pas en prendre en compte un effet de saturation. On en a déjà parlé pour les exponentielles. Et donc c'est pour ça que c'est quand même mieux d'utiliser ces modèles pour des événements qui sont rares à l'échelle de la population concernée. Voyons maintenant un exemple simple de mise en œuvre du modèle de Poisson. On s'intéresse ici à 14 000 patients qui sont suivis à l'hôpital et on veut expliquer une variable qui est le nombre de consultations qu'a chaque patient durant une année
Vous voyez ici sur la droite sa distribution. Les variables explicatives mobilisées seront le sexe masculin qui est binaire ici avec 46,3% d'hommes, le fait d'avoir une affection de longue durée qui est binaire avec 6,3% de patients impliqués, l'âge dont l'histogramme est représenté sur la droite, c'est un âge qui est quantitatif, mais nous allons ici le discrétiser parce qu'il y a un problème de non-log linéarité. Et enfin, l'affiliation au régime général, qui est binaire et qui concerne ici quasiment 78% des patients. On lance un modèle de Poisson et on obtient un modèle de régression ici dont l'exponentielle des coefficients est représentée. Il s'agit des risques relatifs. On voit par exemple que pour le sexe, les femmes sont la valeur de référence, les hommes sont associés à un coefficient de 0,85, donc ils ont en moyenne 15% de moins de consultations par an. L'affection de longue durée ici est associée à un coefficient de 4,85, donc les personnes en ALD ont en moyenne 4,85 fois plus de consultations par an que les autres. Et pour l'âge, ici, on a différentes catégories. Donc la référence, c'était les 20 à 60 ans. On voit que chaque catégorie est un petit peu différente, avec en particulier les patients de 80 à 120 ans qui ont beaucoup moins de consultations, moitié moins en moyenne que les autres. Et enfin, l'affiliation au régime général est associée à une multiplication par 1,43 du nombre de moyens de consultation. Voyons maintenant rapidement les conditions de validité. Tout d'abord, elles tiennent à la caractéristique de Y. Et donc ça, certaines, on peut les vérifier un peu a priori, hein. Tout d'abord, il faut bien sûr que Y soit un entier naturel. Et en particulier, il faut faire attention parce que dans certains recueils de données, les individus qui ne présentent aucun événement ne sont pas recensés dans le tableau. Si vous prenez une liste de patients qui viennent en consultation, par exemple, il est fort possible que vous n'ayez pas les patients sans consultation. Et donc, sur ces nombres, qui sont des nombres d'événements rencontrés, on ne devrait pas rencontrer d'effet de saturation. Parce que comme on est sur une loi exponentielle, il n'y a pas d'effet mémoire, et cet effet de saturation qu'on aime bien dans la régression logistique, on ne peut pas l'avoir dans la régression de Poisson. La validation du modèle se fait surtout a posteriori. Le premier point qu'on va développer par la suite, c'est que conditionnellement aux valeurs de x, la variable y doit suivre une loi de Poisson. Et en particulier, conditionnellement au x, la variance doit être égale à la moyenne. Alors on pourra le vérifier avec un graphique des résidus. Le deuxième point, et ça ressemble à tout ce que vous connaissez déjà sur le modèle linéaire, c'est le pouvoir prédictif. On peut calculer grand R au carré. Le troisième point, c'est qu'on pourra mettre pas mal de variables explicatives, mais bien sûr, il faut quand même une certaine parcimonie. Il ne faut pas faire monter R carré au prix d'un trop grand nombre de variables explicatives. Le quatrième point, c'est qu'il ne faudra pas qu'il y ait de trop fortes corrélations entre les variables explicatives. Alors, ce n'est pas un problème en soi pour la prédiction, mais c'est plutôt un problème pour l'interprétation de la relation entre les variables. Et dernier point, il ne faudra pas non plus qu'il y ait d'individus trop influents. Donc là aussi, on pourra calculer la distance de Cook pour les repérer. L'analyse des résidus standardisés de Pearson est une étape très importante dans la validation d'un modèle de Poisson. Alors tout d'abord, contrairement à la régression linéaire, la variance des résidus, elle doit augmenter en fonction de Y prédit, puisque finalement le Y prédit, c'est lambda, et lambda, ça doit être aussi la variance du nombre d'observations prédites. On ne peut pas faire comme on faisait avant, simplement regarder les résidus et espérer qu'ils soient avec une situation d'homocédasticité. On prend ces résidus et on les divise par l'écart type attendu. Et c'est ce qu'on appelle les résidus de Pearson ou résidus standardisés. Donc on prend pour chaque individu son résidu divisé par la racine carrée de lambda i chapeau, qui est donc l'écart type de la prédiction. Alors le résidu de l'individu, c'est sa valeur réelle à lui, y indice i, moins sa valeur prédite, c'est-à-dire lambda i chapeau. Ce lambda i chapeau, c'est à la fois le nombre moyen d'événements qu'on prédit pour un individu, mais c'est aussi le paramètre de la loi de Poisson qu'on prédit pour cet individu, c'est aussi le carré de l'erreur de prédiction, etc. Lorsque on analyse ces résidus, la première étape, c'est tout simplement de tracer un histogramme de la distribution de ces résidus. Cet histogramme doit montrer une allure normale, c'est-à-dire, allez, vaguement en cloche et symétrique par rapport à 0, mais également d'une dispersion qui doit correspondre à cette allure normale, ce qui n'était pas une condition requise pour la régression linéaire. Et ça, c'est parce que ces résidus ont été standardisés. Autrement dit, on devrait avoir, par exemple, 95% des valeurs comprises entre moins 1,96 et plus 1,96. La deuxième chose maintenant, c'est de regarder ces résidus par rapport aux valeurs prédites lambda i chapeau. Et donc, on trace simplement un nuage de points
Il faut que la moyenne mobile par rapport à ce nuage de points reste nulle par rapport à lambda i chapeau. Il faut que la dispersion mobile également reste nulle, donc une allure de bruit complet compris entre moins 1,96 et plus 1,96 en termes d'ordonnées. On peut également vérifier la surdispersion et la sous-dispersion. Ça, il le faut forcément, hein. Donc déjà, on le voit sur l'histogramme lui-même. Si 95% des valeurs de l'histogramme sont comprises entre moins 1,96 et plus 1,96, on est bon. Mais on peut aussi le faire plus directement. On peut calculer la somme de ces résidus de Pearson. Donc on calcule le résidu pour chaque individu et on fait la somme dans tout l'échantillon, divisé par l'effectif moins le nombre de variables moins 1. Et donc ce nombre-là devrait être proche de 1. On parlera de surdispersion si ce nombre est nettement supérieur à 1 et de sous-dispersion si ce nombre est nettement inférieur à 1. Il existe un test pour savoir si c'est différent de 1, mais comme beaucoup de tests qu'on peut faire, c'est un peu embêtant parce qu'on le fait en espérant ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc ça déjà c'est un problème. Et puis l'autre problème, c'est que pour un effectif très élevé, ce test sera quasiment toujours significatif et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème. Donc voilà, attention à ce type de test. Que se passe-t-il maintenant lorsque la régression de Poisson n'est pas valide? Eh bien, il existe d'autres modèles, puisqu'on a vu que le principal problème du modèle de Poisson, c'est qu'il fallait que le décompte d'événements suive lui-même une loi de Poisson. Autrement dit, que conditionnellement à x, la dispersion des valeurs soit égale à la moyenne. Eh bien, cette hypothèse est très souvent invalide, puisqu'on a parfois une sous-dispersion, mais très souvent surtout une surdispersion. La variance est supérieure à la moyenne. Donc, il existe plusieurs solutions à cela, qui sont pas plus compliquées à interpréter, hein. Le quasi-poisson, tout d'abord, qui va modéliser la variance comme une fonction linéaire de la moyenne, donc qui lui aussi produit des coefficients dont les exponentielles sont des risques relatifs. La loi binomiale négative qui va modéliser la variance comme une fonction linéaire de la moyenne et de son carré. Ça aussi, ça s'interprète de la même manière. Le modèle de Poisson Zero Inflated qui va consister en deux étapes. Une première étape de régression logistique pour savoir si le nombre d'événements est supérieur à 0 ou égal à 0. Et s'il est supérieur à 0, une deuxième étape de modèle de Poisson pour cette fois-ci prédire le nombre. Le problème de ce modèle, c'est qu'il est possible que dans la deuxième étape, on prédise un effectif nul, alors qu'à la première étape, on avait dit qu'il était supérieur à 0. Et donc, pour résoudre cela, il y a encore une quatrième catégorie sur les modèles de saut ou hurdle models, qui cette fois-ci n'ont pas ce risque de prédire un effectif à la fois supérieur à 0 et néanmoins égal à 0. Bon, etc. Il y a d'autres choses utilisées. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand même le cadre d'utilisation le plus fréquent, ce sont les modèles écologiques où notre individu statistique est en fait une somme d'autres individus statistiques, mais auxquels on n'a pas accès en détail. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pourrez retrouver cette vidéo et plein d'autres sur le site objectivethèse.org qui présente également des ouvrages gratuits qui pourront vous être utiles pour la réalisation de votre thèse.